Salut à tous et bienvenue pour le comptoir parisien, votre débat 100% PSG. Et alors cette semaine, bien évidemment, on va évoquer le choc contre Manchester City qui se déroulera mercredi, match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Et pour ce rendez-vous, un invité exceptionnel qui est avec nous, puisque Jimmy Algerino a accepté notre invitation pour débattre sur ce match. Merci Jimmy d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour commencer, déjà, un premier avis. Quel est votre ressenti sur ce match? Comment vous le sentez? Est-ce qu'il y a une part d'optimisme après ce qu'on a vu jusqu'ici? Ben oui, puisque de toute façon, sur une demi-finale avec un match aller-retour, ça reste du 50-50, même si effectivement on peut comprendre que certains peut-être mettront le Manchester City légèrement favori, peut-être par rapport à, voilà, à Mourinho, par rapport à ce qu'il faut actuellement en championnat anglais. Mais avec ce qu'a fait Paris contre Barcelone et le Bayern, les chances sont équitables et il y a vraiment la possibilité pour Paris d'aller au bout de cette compétition. Alors, un optimisme qui fait plaisir. Alexis Bernard est avec nous aussi, directeur du sport. Salut Alexis. Est-ce que tu partages cet optimisme? Totalement, et je suis même encore plus confiant que Jimmy parce que même si sur les années précédentes, les adversaires n'étaient pas forcément à la mesure de ce qu'on peut l'attendre sur une grande phase de finale de Ligue des Champions, je pense notamment à l'année dernière où le tirage a été favorable à Paris. Cette année, Paris a montré à plusieurs reprises, alors effectivement, un match aller très très fort, un match retour un peu plus compliqué, mais quand on sort le Barça, quand on sort le Bayern avec la manière, j'ai envie d'y croire et je pense que s'il y a une année où Paris est armé, c'est maintenant. Et j'ai absolument pas peur de cet adversaire qu'est Manchester City, tout simplement parce que je pense qu'en termes de qualité technique, Paris n'a absolument rien à envier à Manchester et ça va se jouer sur le mental, sur l'envie. Si on met le pied, si en tout cas Paris met le pied et que dans l'engagement et la bataille du milieu de terrain, il y a ce qu'il faut, ça ne peut que passer. Donc je suis résolument plus qu'optimiste. Alors, pour terminer ce premier petit tour de table, un habitué du comptoir, Thomas qui est avec nous encore cette semaine. Toi, du coup, on sait que tu suis régulièrement la Première Ligue. On sait que Manchester City, c'est un jeu un petit peu comme le Bayern sur la possession. Est-ce que du coup, tu penses que ça peut vraiment sourire au PSG qui a prouvé qu'en contre, ça pouvait faire très mal? Exactement, comme tu le dis. Et puis, moi, j'ai regardé des matchs hier soir de finale de League Cup en Angleterre et on a vu beaucoup, enfin, un Manchester City avec beaucoup de mal à développer le jeu dans les 30 derniers mètres. Ils ont su de temps en temps prendre la défense de Tottenham à revers, mais ils étaient souvent un cours de solution avec Mahrez, avec Sterling de l'autre côté. Et surtout, à partir du moment où Kimpembe et Marquinhos, qui devrait jouer du coup, va bien museler Foden, eh ben, ça va être beaucoup plus simple pour les autres défenseurs de défendre sur les deux flèches sur les côtés. Donc, je pense que c'est une équipe parfaite pour Paris, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vachement de possession et Paris va pouvoir les prendre en compte comme contre le Bayern. Et après, voilà, Mbappé avec la forme dans laquelle il se trouve actuellement, s'il prend bien la profondeur, normalement, derrière, ça va exploser, même si Ruben Dias et Aymeric Laporte sont en ce moment très très forts. Là, c'était Aymeric Laporte cette semaine, mais normalement, c'est John Stones. Et c'est la meilleure défense toute compétition confondue d'Europe, donc parce que en termes de clean sheets. Donc voilà, là, Paris va les faire exploser, je pense. Normalement, ça devrait bien se passer. On va voir ce que ça donne Paris, mais normalement, il n'y a pas de souci à se faire On est contre trop Ça va être un match optimiste, moi ça vachement me ouvert. fait peur. Il y a trop d'optimisme. Oui, C'est sachant vrai que que des d'habitude, années, il y avait sachant eu que beaucoup de pessimisme avant le Bayern, des mais années, non, mais là, on voit un Paris totalement transfiguré et ça fait plaisir à voir. et alors justement aussi l'optimisme est dû aussi au fait que le Pochettino devrait avoir un groupe au complet, ce qui est une rareté absolue au PSG, c'est assez incroyable. Et du coup, on se doute à peu près du 11 qui va être aligné. Il y a un doute sur les latéraux, notamment. Du coup, je me tourne vers vous, hein, Jimmy Direno, qui est spécialiste du poste, hein. Vous avez joué latéral droit durant votre carrière. Et aujourd'hui, le poste de latéral droit, justement, c'est peut-être le point faible affiché du PSG. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Pochettino? Plutôt Florenzi qui a l'expérience et qui revient, ou un Dagba qui a finalement montré très bonnes choses contre le Bayern? Ouais, disons que c'est vrai que c'est pas on va dire que c'est pas le choix le plus évident, que ce soit Florenzi ou Dagba. Après, moi, vu le contexte du match aller plus à domicile, je ferais plutôt jouer Florenzi parce qu'il est important pour le Paris Saint-Germain de montrer
montrer les capacités offensives. Et c'est vrai qu'avec l'apport de Florenzi sur les apports offensifs, ça peut être très intéressant. Puis surtout, faire défendre les joueurs de côté de Manchester, sachant que Dagba peut, peut le faire, ou du moins peut rentrer en cours de jeu, mais je pense qu'il est un peu plus timide, même si ces 2 matchs contre le Bayern lui ont permis d'emmagasiner énormément de confiance et d'expérience. Mais il est important pour Paris à domicile de montrer que ils sont forts, que Manchester doit craindre le Paris Saint-Germain, et de mettre Florenzi, ça sera plus intéressant, sachant que Diallo n'est pas un habitué à ce poste, donc il ne va peut-être pas amener énormément d'apports offensifs. Et je pense qu'attaquer qu'à 3, ça peut être réducteur, même s'il y a Mbappé, même s'il y a Neymar et Di Maria. Donc il est important aussi, parce qu'on ne sait pas si Paris va jouer à 3 au milieu, ou si par exemple Verratti va se retrouver un petit peu derrière les 3. Donc, c'est intéressant d'avoir un apport offensif qui peut venir sur les côtés, que ce soit sur des centres ou voire sur des frappes, parce qu'on sait et on connaît la frappe de Florenzi sur son côté droit. Et d'ailleurs, vous parliez… vas-y. Moi, c'est le Dagba du Bayern Munich, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il m'a régalé. Et sincèrement, il est capable de faire ce genre de match. Sauf que la prise de risque, elle est là. Est-ce qu'on fait confiance à un Dagba qui a sorti 1, voire 2 gros matchs de Ligue des Champions dans sa jeune carrière, ou est-ce qu'on s'appuie sur un Florenzi où on sait que ça ne va pas aller très, 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 très haut, sauf allez, si c'est un Bernat des grands soirs d'il y a 1 ou 2 saisons, mais la prise de risque, elle est moindre sur Florenzi. Moi, j'aurais tendance à dire un peu comme Jimmy, d'aller sur la sécurité du Florenzi, qui est peut-être un petit peu à court de forme par rapport au fait qu'il a été absent, mais miser sur un Dagba, ce n'est pas forcément lui rendre service, parce que s'il se trouve, ça peut être la catastrophe. Parce qu'offensivement, si vous vous trouvez contre Manchester City, c'est la débandade. Surtout qu'il y a la configuration du match aussi, parce que là, c'est au Parc des Princes, ce match aller. Contrairement à la dernière fois où Dagba devait maintenir un résultat, là, Paris doit aller s'imposer, enfin, doit aller marquer des buts. Alors, vraiment, parce que le match retour, ça va être à City. Donc, il faut être le plus offensif possible. Voilà, c'est pas tout ça l'abordage, mais il faut être le plus offensif possible pour pouvoir essayer d'aller déstabiliser l'équipe de City. Donc, Dagba, puisqu'il y aura peut-être Diallo de l'autre côté, du coup, qui va moins monter, qui va peut-être rester à la médiane, parce que c'est un peu un défenseur central de métier. Si Dagba, il y a de l'autre côté qui fait moins d'efforts offensifs pour aller aider Di Maria, Neymar, etc., et Paris va être beaucoup moins dangereux. Donc, je pense que Florenzi, comme l'ont si bien dit Alexis et Jimmy, va pouvoir apporter sur surplus offensif qui va peut-être faire la différence pour aider Neymar, Mbappé et le reste à tromper City, quoi. Alors oui, il y a un autre choix aussi qui est beaucoup commenté, c'est le positionnement de Marco Verratti, qui joue en numéro 10 depuis l'arrivée de Pochettino, et qui risque de s'y établir, puisque la paire derrière Paredes-Gay fonctionne très bien. Alors ça fait beaucoup de débats, et j'aimerais bien avoir votre avis, Jimmy, sur ce positionnement de Verratti en numéro 10. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que jusque-là, il vous a convaincu à ce poste? Il a été intéressant, surtout sur des gros matchs. Après, effectivement, il manque de rythme. Donc, et puis ça peut être peut-être aussi un milieu à 3 avec une pointe haute avec Verratti, peut-être pas aussi avancé qu'il a pu l'être, par exemple, contre Barcelone. Mais bon, pour moi, si Verratti est à 100%, il faut qu'il joue, parce que c'est une arme supplémentaire pour le Paris Saint-Germain. C'est une possibilité aussi de trouver cette dernière place, cette capacité à garder le ballon aussi, à trouver des fautes. Donc ça, c'est important sur des matchs comme ça en jeu. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Paris ne peut pas attaquer à 3 sur un match une demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas possible, même s'il y a peut-être quelques difficultés dans la défense de Manchester. Mais attaquer à 3 et avoir quasiment un bloc de 6 voire 7 joueurs, c'est pas possible. Donc il faut des joueurs offensifs. Le seul bémol, je dirais, du positionnement de Verratti, c'est qu'il ne peut pas décrocher une frappe, ou il ne peut pas être amené, par exemple, à aller marquer, parce que ce n'est pas dans son ADN. Et c'est dommage qu'il ne le travaille pas un peu plus, parce que ça permettrait peut-être aussi aux défenseurs ou au milieu
de sortir peut-être un peu plus sur lui pour pouvoir après, peut-être soit dribbler, enchaîner, frapper, ou voir après derrière donner la dernière passe. Donc pour moi, c'est pas un souci à partir du moment où Verratti sera à 100%. S'il n'est pas à 100%, vaut mieux, je pense, revenir avec ce milieu à 3, avec un Draxler, avec Herrera, qui vont travailler, plutôt que de mettre un Verratti à 60-70%. Alexis, je te vois opiner du chef, t'es d'accord? C'est une grosse question, Verratti, pour moi. J'adore ce joueur. Par contre, c'est difficile pour moi de sortir quelqu'un du 11 de départ qui a joué contre le Bayern, où les matchs où Verratti n'était pas là. Avec un grand Verratti, il ne peut rien arriver à Paris. C'est l'arme de Jimmy disait, c'est l'arme du PSG, c'est l'âme du PSG. Parce qu'il a techniquement des choses exceptionnelles et mentalement aussi. Le problème, c'est que mentalement, soit il va dans le très très haut, il peut faire péter un plomb aux adversaires, il peut être exceptionnel. À l'inverse, il peut plomber son équipe, il peut prendre un rouge, il peut parler et se perdre dans son match. C'est la grande question, Verratti. Mais je pense que pour aller chercher une finale de Ligue des Champions, tu es obligé de jouer avec Marco. Et j'ose espérer qu'on aura un Marco des grands soirs. Et une nouvelle fois, je pense que ce match, il va aller pas sur le terrain de la qualité technique, les deux équipes l'ont, mais elle va aller sur le terrain du mental. Et il faut qu'on fasse exploser cette équipe. Il faut qu'ils sortent de leur match. Phil Foden, j'adore ce joueur, mais mentalement, c'est pas suffisamment costaud pour résister à un niveau de pression, pour résister à de l'engagement. Quand vous avez un Paredes ou Verratti qui met le pied, vous pouvez les faire sauter, ces mecs-là. Il faut pas qu'ils rentrent dans leur match et il faut pas qu'ils aient les capacités pour que techniquement, ils puissent asseoir leur jeu, pour qu'ils puissent faire leur passe normalement. Il faut qu'ils aient les mollets qui flambent un petit peu parce qu'il y a toujours quelqu'un qui met le pied ou qui les fasse sortir du match. Donc, Verratti, pour moi, ouais, on le met. Thomas aussi, je suppose que Verratti en 10, ça te plaît? Non? Ouais, ça me plaît aussi, mais je suis tiraillé par rapport à la configuration du match. On sait que c'est une confrontation aller-retour. On sait qu'en face, De Bruyne, qui était supposé blessé, est en pleine bourre. Il a fait quasiment tout le match hier. Bon, il a sorti à la fin parce qu'il était cuit, mais en termes de rythme, il était là. Et malheureusement, je pense que dans ce match-là, où il faut que Paris les prenne par surprise, comme contre le Bayern, il faut qu'ils explosent, il faut qu'ils giclent à chaque contre-attaque. Et je pense que, vu les incursions répétées de Bruyne dans le milieu de terrain, parce qu'après, il y a ce De Bruyne qui décroche, il y a Sterling qui part sur le côté. Je pense que ce serait mieux que Paris joue avec un milieu plus compact pour pouvoir bien stopper Kevin De Bruyne et les incursions répétées des autres joueurs, afin de pouvoir lancer après les mecs devant, Mbappé, etc. Mais en tant que grand amateur de ballon, je préférerais quand même voir Marco Verratti avec le ballon. Mais s'il n'est pas à 100%, on en revient au même débat. S'il n'est pas à 100%, c'est un risque. On peut jouer il a joué les 90 minutes contre Metz, hein, on rappelle. Ouais, mais c'est pas être à 100% forcément, jouer les 90 minutes. Non, bien sûr, mais c'est. Mais donc voilà, c'est moi, en tant qu'amoureux du ballon rond, je voudrais avoir Verratti. Mais dans ce demi-finale aller, je pense que j'opterais pour un autre système avec un Verratti qui rentrerait à la 60e minute afin de bien remettre le pied sur le ballon et de mettre le dernier coup de collier qu'il faut pour aller chercher la victoire. Remplacer Paredes pour éviter qu'il prenne un rouge en fin de match. Ouais, exactement. Et en plus, Paredes, on sait qu'il peut se ressortir les ballons quand c'est une galère. On l'a vu face au Bayern Munich. Et voilà, et à côté, Gay, il va essayer d'aller harceler De Bruyne, etc. Je pense que c'est la meilleure configuration pour le match aller. Après, le match retour, ce sera une autre histoire. Et Verratti sera plus. Tu mettrais Herrera, par exemple, dans un milieu à 3. Gay, pour moi, est insortable. Ce qui monte sur les derniers matchs, c'est bluffant. Autant j'aurais pu le vendre au dernier mercato d'hiver sans aucune honte à 20 millions, autant là, ce qu'il a sorti ces derniers matchs, mais il ne peut pas être sorti du 11 type. Gay, je préfère dans un milieu à 2 en plus, pas dans un milieu à 3. Je pense que dans un milieu à 2, il est plus à son aise qu'à dans un milieu à 3. Donc si on part dans un 4-2-3-1, par exemple, Gay Paredes en 6, c'est très bien. Après, c'est Mauricio Pochettino qui a les clés du 11 de départ. C'est autre chose. D'ailleurs, Gay, il a été métamorphosé par Mauricio Pochettino. Mais l'équipe, dans sa globalité, a vraiment changé depuis Pochettino, mais notamment, enfin, pas vraiment dans le jeu, mais notamment d'un point de vue psychologique et dans la gestion des émotions. Jimmy, vous qui avez côtoyé Mauricio Pochettino pendant 6 mois au PSG, puisqu'il arrive en janvier 2021 et vous partez du PSG à la fin de la saison 2001, pardon, et vous partez à la fin de la saison 2001. Comment est-ce que vous avez perçu ça? Est-ce que déjà à l'époque, vous sentiez cette façon qu'avait Pochettino de gérer et de pouvoir influencer sur la mentalité d'une équipe comme il le fait en ce moment avec le PSG?
Disons qu'il a fait par la suite, parce que voilà, les premiers 6 mois, il s'est plutôt contenté d'être observateur, puisqu'il ne pouvait pas jouer la Ligue des Champions. Il jouait le championnat, il a eu la confiance de Luis Hernandez. Donc effectivement, on a senti un joueur qui était déjà intelligent sur le terrain, parce qu'il connaissait ses forces et ses faiblesses. Donc ça veut dire qu'il a toujours su essayer de se mettre dans les meilleures conditions et d'apporter pour l'équipe. Après, sur ce que moi j'ai vu sur les saisons suivantes, c'est qu'il a été présent pour le collectif, ça a été un meneur. Il a un meneur, mais dans le fait de démontrer sur le terrain, voilà, au niveau de sa grinta, de montrer le chemin, comme on dit. Un leader, c'est quelqu'un qui montre le chemin, donc ça veut dire qu'il agit et non pas qu'il parle. Donc, c'est un petit peu les caractéristiques de Pochettino. Et je pense surtout, c'est qu'il avait ça en lui, de vouloir être un manager, un coach, comme Paul Le Guen, par exemple, comme d'autres, Deschamps. Donc, c'était une évidence pour lui qu'après sa carrière, de continuer et d'aller dans ce rôle-là. Après, moi, je pense que ce qui a changé au niveau du Paris Saint-Germain, c'est déjà la préparation physique qu'ils ont fait juste après la trêve. Bon, je pense, sans être devin, que c'était prévu même sous l'ère Tourelle, sauf que il n'est pas resté, mais c'était évident. Et puis n'oublions pas aussi que c'est une saison où il y a des rendez-vous internationaux, que ce soit le championnat d'Europe, que ce soit la Copa Libertadores. Donc il ne faut pas oublier que les joueurs aussi se gèrent en fonction de ça. Ça veut dire, pour la plupart, être arrivé en pleine forme à partir de février-mars pour les clubs qui jouent la Ligue des Champions, et aussi dans le but d'être en pleine forme pour ces échéances-là. Donc en fait, la digestion de la Ligue des Champions, de la finale, du Covid, tout ça, ça a été compliqué pour beaucoup d'équipes et de joueurs. On voit bien même Mauro Icardi qui a eu des difficultés. Et là, aujourd'hui, tout le monde revient, tout le monde est en place. Et ce qu'a apporté, je pense, Pochettino, c'est cette volonté de défendre collectivement, de souffrir collectivement, pour essayer de garder ou d'obtenir des victoires essentielles pour la progression du Paris Saint-Germain, et surtout dans cette compétition-là. Toi, Alexis, du coup, est-ce que tu as vu aussi une vraie évolution? Est-ce que surtout tu l'attribues à Pochettino? C'est très difficile pour moi d'attribuer quoi que ce soit à un entraîneur d'entrée de jeu, parce qu'on est tous humains, et quand il y a du changement, il y a forcément, en tout cas quand il y a un changement de comportement d'un groupe ou d'individualité, il y a forcément une nouveauté. Et j'ai envie d'attendre un peu avant de voir l'effet Pochettino. Pour moi, l'effet Pochettino, il aura lieu notamment si Paris gagne la Ligue des Champions. On parlera d'un déclic psychologique. Déjà qu'il a eu lieu sous l'ère Tourelle, parce que clairement, ils ont cassé le plafond de verre de ces quarts de finale. C'était insupportable. Et là maintenant, Paris sait. Et mentalement, ils savent qu'ils peuvent aller au bout. Et le petit plus, le petit détail qui manque pour les convaincre que ce sont les meilleurs et qu'ils peuvent gagner chaque année, ça, c'est potentiellement ce que peut apporter Mauricio Pochettino. Après, j'ai quand même envie de voir sur la durée. Prendre une équipe en cours de saison, c'est compliqué. Il y avait une certaine lassitude de Thomas Tuchel, c'est clair, mais il n'avait pas perdu son vestiaire. Pour moi, il aurait pu terminer la saison. Maintenant, nouveau coach, nouvelle méthode. Mais la nouvelle méthode, on la verra avec une préparation complète. Quand l'été va arriver, quand les joueurs vont se retrouver après une coupure de vacances, on va reposer des bases. Là, il a poursuivi un travail, donc il reconstruit en essayant d'ajuster pour vraiment mettre sa patte. Je pense qu'on verra le gros potentiel du PSG version Pochettino aller peut-être dans un peu moins d'un an, j'ose espérer, mais décembre, janvier, quand la mécanique des grosses compétitions va arriver. Mais je pense que Paris a fait le bon choix. Maintenant, je l'attends beaucoup sur le mercato. D'ailleurs, j'ai une petite question pour Jimmy. Je le prends en tant que recruteur sur un poste. Je lui donne 60 millions d'euros. Jimmy, allez me chercher un latéral droit pour me combler ce vide que l'on a aujourd'hui, parce qu'on a un Florenzi qui est en prêt avec option d'achat, on a un Dagba à qui on n'ose pas donner sa chance. Jimmy, vous avez 60 millions d'euros, vous pouvez prendre n'importe qui sur le marché, vous prenez qui?
À 60 millions, je pense qu'on peut prendre 2 joueurs à ce poste-là. Alors, je suis le deuxième, Sur je le... suis le premier. Mais enfin, moi j'ai pas de nom particulier parce que c'est vrai que ça va dépendre. Bon, je pense que Florenzi ne restera pas au Paris Saint-Germain. Je pense que ça serait pas logique, hein, vu ce qu'il apporte, hein, par rapport à un Meunier, par exemple, qui est parti. Donc, effectivement, en plus, bon, vu comme ça se déroule et vu comme ça se passe, il y a ce poste-là vraiment à vraiment s'occuper à fond et essayer de trouver un joueur. Après, là, maintenant, il faut plus se tromper et prendre le joueur confirmé, pas trop âgé, parce que bon, il y avait Marcelo du Real qui serait, par exemple, un joueur. Mais après, partir sur des joueurs 30-33 ans, c'est pas voir l'avenir, quoi. Voilà. Et puis bon, il y a un Dagba qui a montré des trucs intéressants. Donc, ça serait bien aussi, comme l'a fait le Real avec Mendy, de mettre un joueur avec. Parce qu'il n'est pas pressé, Dagba. Il a tout son temps, il est bien au Paris Saint-Germain. Donc, de prendre un joueur vraiment de grand talent pour 3-4 années et de le former, de le garder en doublure pour pouvoir après aller. Mais effectivement, c'est le poste aujourd'hui où le Paris Saint-Germain doit s'arrêter et doit trouver enfin le joueur à ce poste-là, bon, en évitant de dépenser 60 millions, parce que je pense En ce moment, c'est qu'il est compliqué. possible. Non, mais il est possible de trouver. C'est vrai que même en France, hein, je pense il peut y avoir des joueurs très intéressants. Mais en tout cas, c'est le poste à s'occuper en priorité au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est un poste même, il y a une pénurie presque au niveau mondial, hein, parce que même c'est même le même problème pour l'équipe de France, hein, qui est obligée de jouer avec Pavard en latéral. Pour finir sur ce débat, Thomas, toi, est-ce que tu aurais un nom à nous glisser pour le poste de latéral droit? On sait que tu suis très régulièrement Arsenal, donc on imagine que Hector Bellerin. Non, moi, c'est pas Bellerin que je vais vous dire. Il y a 2 cas de figure pour moi, à mon sens. C'est prendre un joueur libre en raison de la crise financière, c'est-à-dire Lucas Vazquez, mais c'est le même principe que Florenzi. C'est un ailier de formation, donc défensivement, on ne sait pas si ça va tenir la baraque sur le long terme. Mais en premier choix, ce serait Emerson Royal du Betis Séville, qui appartient au Barça. Qui appartient au Barça, mais je crois que c'est un truc du 50-50 avec le Oui, Betis Séville. compliqué. Ils ont tous les deux les droits. Ouais, c'est très compliqué. Mais de ce que je vois ces dernières semaines, de ce qu'il propose avec le Betis, enfin, il est tout jeune en plus. Il a un talent défensif et offensif qui peut être vachement intéressant pour le PSG. Et ça ne va pas dépasser 60 millions, je pense, surtout en ces temps actuels. Donc, si j'étais Leonardo, que j'avais 60 millions, comme Alexis le dit, je tenterais un coup avec Emerson. Et on va essayer d'aller voir leur détermination à garder, parce que bon, avec le Barça et le PSG, c'est pas l'amour fou, on va dire. Mais voilà, si j'avais un coup à faire, je tenterais ça si j'étais Leonardo. Bon, il y a juste un truc que je ne donnerai pas de nom pour faire, mais ne pas faire. Ne pas faire Serge Aurier. Ce n'est pas contre lui, mais on ne construit pas l'avenir avec Monsieur Sergio, qui a déjà donné à Paris. C'est très bien. Moi, je lui conseille de rester en Angleterre, de finir sa carrière, même si c'est un bon soldat et que Mauricio Pochettino le connaît bien. Mais voilà, moi, je prendrais un joueur d'expérience pour, comme l'a dit Jimmy, faire la transition et faire monter Dagba sur 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, Paris a besoin d'envoyer un message à sa formation. Il y a trop de bons joueurs qui sont formés par Paris, mais on n'envoie pas de bons messages parce que une fois sur 2, voire même 2 fois sur 3, ils sont obligés de partir pour réussir. Ce serait bien chaque année d'essayer de garder un petit. Quand je vois un Dagba qui contre le Bayern sort un niveau de classe mondiale, il faut y aller. Mais avec le temps, en leur proposant un poste de doublure, un contrat, enfin en tout cas un pacte de 2 ans. Pendant 2 ans, tu joues la doublure, tu profites des temps de blessure pour te faire la main et tu nous montres que tu peux rester. Dagba a ce profil. Mais tout de suite, Dagba titulaire, plein pot, non. Il faut prendre quelqu'un. Eh ben, on verra en tout cas ce que va choisir Pochettino mercredi à ce poste-là. C'est la principale interrogation, hein. Le reste du 11, on le connaît plus ou moins. Alors, pour finir cet épisode, on va faire un petit tour de table pour les pronostics. Juste du match aller au moins. Jimmy, qu'est-ce que vous voyez comme résultat pour ce match? Moi, je vois Manchester marqué à Paris. Moi, je vois plutôt un 2-1 pour Paris, parce qu'il est important. Et vu la forme
sur le côté offensif du Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'ils peuvent vraiment mettre en difficulté cette équipe-là. Le match retour sera peut-être plus compliqué, mais un 2-0 ou un 2-1 pour le Paris Saint-Germain, je pense que c'est largement réalisable. Thomas? Moi, je vois des buts. Moi, je vois un 3-2. Moi, j'aurais dit 2-1, mais pour changer, pour pas faire comme notre invité, je dire 3-2. Parce que, voilà, il faut des buts, ça va péter, je pense. Et donc, ouais, 3-2, c'est bien pour PSG, par contre. Ouais, pour le PSG, pas pour Manchester. Je fais un compromis entre mes deux camarades. Effectivement, Manchester va marquer un but et Paris va en marquer 3. Moi, je dis 3-1 avec un grand Mbappé. Il est en feu, il n'y a rien qui peut l'arrêter. S'il ne met pas plus d'un but dans ce match-là, je serais déçu. Kylian, si tu nous écoutes, je veux un doublé. Et je vois un milieu de terrain sur un deuxième ballon sur corner. Marco, tu ne marques pas souvent. Un bon petit but pour signer ton retour. 3-1 et puis après, on gère en match retour. Ah, très bien, on espère en tout cas. Moi, je verrais bien la victoire à Manchester la semaine prochaine. Ça, la qualification sera encore plus belle. Et la cote doit être plus belle aussi, surtout. Bon, on va rester là pour aujourd'hui et pour cette présentation du choc entre le PSG et Manchester City. Merci Alexis, merci Thomas, et surtout merci Jimmy et Algerino d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes aussi consultant, et surtout d'ailleurs consultant sur Europe 1. On vous retrouve notamment, je crois, pour le débrief du match. Pour mercredi, pour mercredi avec Laurent Fournier, avec Giroud, et normalement, ça doit être un Nabil Djelil qui devrait être là aussi pour faire l'avant, le pendant et l'après-match, ouais, tout à fait. Une très belle équipe, on a hâte d'écouter ça. Quant à nous, on se retrouve du coup en fin de semaine pour débriefer justement le match aller et envisager déjà le match retour avec, on l'espère, une victoire du PSG. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on se retrouve encore. Merci Jimmy. Et merci à salut vous. tout le monde. Merci.